Nous sommes le 12 mars 2020 et voici notre 249e épisode hebdomadaire. On y parle de deepfake, d'un Firefox anti-Facebook, du démantèlement de l'un des botnets les plus puissants au monde, d'hackers se faisant hacker. On parlera également de sexisme, d'Arnold Schwarzenegger et de trottinette, mais pas dans le même sujet. N'hésitez pas à commenter et à partager cet épisode dans vos réseaux. Merci de nous accueillir. Très très bonne écoute. Épisode 249 et j'ai fermé une fenêtre un petit peu rapidement. Je vous prie de m'excuser parce que je voulais tout de même remercier ceux qui ont laissé des commentaires sur les épisodes précédents et sur quelques hors-série, comme par exemple le petit photographe qui est lui-même podcasteur. Il ferait bien de mettre le lien dans les commentaires quand il fait des commentaires, le petit photographe, puisqu'il est podcasteur et qu'il paraît qu'il a parlé de nous, donc on aimerait bien faire un petit peu le relais également de notre côté. On a également eu un commentaire ou plusieurs commentaires de Pascal Alberti, de Angrist Boy, de Sombre Papa, d'Alimoun, de Cubignol et quelques commentaires également via le site lestechno.be de la part de MDV Aurélien ainsi que de Iogan One, si je ne dis pas de bêtises, et si je lis bien, voilà qui est dit. Qui est avec nous ? Bah tiens, on a du Sébastien d'un côté, on a du Xavier de l'autre. Ils ont l'air en très très bonne santé, tous les deux. Je tiens à préciser. Il est aussi jeune que moi. Voilà, il est aussi. Voilà. Chacun. On a des problèmes de colorimétrie pour l'instant, les uns et les autres, mais c'est pas grave. Il y a pire dans la vie, je pense en tout cas. 249e épisode. Donc, je disais, oui, l'actualité est un petit peu chargée. Vous l'avez compris aussi par des actualités qui sont non technologiques. On va pas revenir dessus. Ça sert pas à grand chose. On est là aussi pour vous changer les idées, et donc on va parler d'autres choses, en tout cas dans cet épisode, si vous le permettez. Je sais pas si l'un ou l'autre de mes petits camarades ont quelque chose à dire, ou pas. Bonjour. Oui, par exemple, bonjour, c'est une bonne chose. Comme ça, on sait de quel Sébastien il s'agit, parce que c'est vrai que quand on n'a pas l'image, on peut se poser la question de savoir. J'ai des cheveux, enfin, j'en ai encore un peu. Oui, presque aux autres mois. Ouais. C'est vrai. C'est ça, comme ça. Comme ça va. Ça va. Xavier de son côté, lui, ça va aussi. Non, moi je suis fatigué, besoin de déstresser, donc à mon avis, ça promet un bel épisode. On n'a pas beaucoup de. On le dit tout de suite, on n'a pas beaucoup de news. On a du croustillant, on a des trucs intéressants, il ne faut pas dire le contraire non plus. Mais donc, on va prendre le temps de bien faire les choses et de, effectivement, un petit peu se divertir et changer les idées, il faut bien le dire. Les lettres A comme AMD. C'est une petite faille en plus chez AMD. Pour ce coup-ci, c'est chez AMD. D'habitude, c'est chez Intel, vous le savez, on en a déjà parlé ici. Sébastien, mais de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est deux petites nouvelles failles. Enfin, c'est depuis dans les processeurs AMD qui, depuis 2011, donc voilà, on a quasi 10 ans dans les dents de failles. C'est assez simple, assez simple. Il y a toute une question de pourquoi il n'y en avait pas chez AMD. Alors, parce qu'il y avait moins de chercheurs sur AMD. Ouais, probablement parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de processeurs AMD. Maintenant, il y en a quand même beaucoup, donc ça vaut la peine d'aller chercher aussi. Et effectivement, il y en a qui ont cherché. C'est l'université de technologie de Graz, qui ne nous écoute pas, mais qui est en Autriche. Voilà, on ne sait jamais. Et donc, ils ont trouvé des failles assez sympas, assez similaires à ce qu'on trouve sur les processeurs Intel, parce que c'est des failles sur les embranchements, en fait, c'est toujours sur la prédiction de ce que doit faire le processeur. Donc, il essaye de se dire, ouais, ok, je vais faire ça après, donc je vais commencer à préparer mes futures instructions. Ben là, c'est plus ou moins pareil, sauf que c'est sur des trucs qui n'étaient pas documentés par AMD. Volontairement ou involontairement, et que les gars ont un petit peu gratté. Alors si vous êtes à fond dans la tech, on mettra dans les liens sur le site un article qui donne tout en détail, mais je ne vais pas expliquer tout en détail, sinon on va perdre 95% de l'auditoire, grosso modo. Mais ce qui est intéressant dans la manière d'utiliser l'attaque, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir un truc qui est hyper compliqué, on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit, il y a moyen de le faire en JavaScript. Donc c'est quand même assez facile d'aller récupérer des infos sur votre processeur en JavaScript, ça c'est gênant. Et selon AMD, ça n'a pas l'air trop critique, hein. Ils disent, bon, on va le patcher, mais... voilà, probablement que ce ne sera pas exploité. Bah, si c'est exploitable en JavaScript, c'est quand même facilement exploitable, oui, c'est ça, les gars. C'est un peu n'importe quel navigateur.
et tu peux aller chercher des infos de ce que les autres programmes ont mis dans le processeur, donc y compris aller récupérer des clés ou d'autres infos sympathiques. Donc ouais, ça a quand même l'air assez sérieux. Donc voilà, normalement, ce sera patché, mise à jour, tout ça, comme d'habitude. Alors comment vous faites, tiens, c'est vrai, intéressant, comment on fait une mise à jour de processeur? Vous avez déjà fait? Non, personnellement, j'ai pas fait ça. Un patch de processeur, ça se passe par où? Par le BIOS? Comment ça se fait en fait? Oui, c'est vrai. Oui. C'est intéressant parce que la première fois tu te dis bah tu vois je veux fâcher mon truc en fait c'est les OS qui le font pour toi. Alors sous Windows c'est une mise à jour automatique que Microsoft déploie et qui patch effectivement donc le microcode sur ton processeur. Donc grosso modo la plupart des gens s'en rendent pas compte. C'est comme si tu installais un Windows Update classique et la fois suivante ta machine est à jour et fonctionne plus lentement et tu te demandes pourquoi. Parce que voilà, hein, c'est inévitable, ce sera le cas ici. Et sous Linux, c'est assez similaire. En fait, en général, ça vient avec le kernel qui fait un patch sur ton processeur au boot, ce qui parfois te met quelques secondes à un boot. Tu dis tiens, nouveau kernel, c'est rend. Et puis la deuxième fois, ça marche bien. Donc la plupart du temps, ça ne se voit pas, mais c'est fait automatiquement par différents moyens. Sur OS X, je ne sais pas qui le fait. Mais ça doit être assez similaire en général. Ça doit être Apple qui propose le truc. Il y a moyen de revenir en arrière ou pas du tout parce que ça paraît super transparent. Une fois que c'est patché, c'est patché. C'est patché. Ouais. Et effectivement, Intel a eu des problèmes par le passé où ils ont sorti des nouveaux microcodes qui ont pété des processeurs. Et t'as installé un nouveau kernel, tu t'attends pas spécialement à péter ton processeur. Oui, c'est ça, parce que finalement, c'est ça qui est un petit peu angoissant quelque part. Tu te dis que ton système d'exploitation a droit de vie et de mort sur un truc qui peut quand même coûter plusieurs centaines d'euros. Ouais, c'est quand même. Autant sur une carte graphique ou sur d'autres trucs, tu installes un nouveau driver, ça se pète la gueule, tu installes un autre driver, tu refais un rollback, c'est bon. Là, non, c'est patché. Je sais pas ce qu'en pense Xavier de ça. Mais si tu as des serveurs avec de multiples processeurs, ça peut être gênant. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'AMD qui est concerné. J'ai vu passer une news Intel que je n'ai pas relevée pour Intel aussi. Cet épisode, mais où il y a plusieurs failles permanentes, incorrigibles, qui ont été détectées également sur des processeurs Intel. En gros, quasiment tous les processeurs Intel. Donc, oui, parce que les processeurs, ce qu'on avait appris à l'époque, je me rappelle, Meldon et je ne sais plus lequel, le Spectre, c'était hardware en fait le problème. Enfin, c'était vraiment inscrit dans la structure même du processeur. Aussi, hein. Ici aussi, en l'occurrence, d'où la perte. Et là, c'est apparemment si j'ai bien lu, c'est pour tous les processeurs Intel, quasiment. D'accord. Enfin, en tout cas, tous les plus courants, quoi. Bon, chouette, hein. À vérifier, hein, mais parce que j'ai pas tagué la news pour cet épisode, mais. Donc en fait, oui, vas-y. Oui, je veux dire, si le processeur éternue ou qu'il a un petit peu de température, voilà, faut l'isoler. Hein. Oui, tout de suite, confinement. mais ceci étant dit, ça me fait un peu penser. C'est un peu comme quand on vous annonce la consommation de votre voiture. On sait que c'est toujours sur papier, donc finalement, il va falloir faire la même chose avec les processeurs. On vous dit que votre processeur fait une certaine puissance, il va falloir déduire un certain pourcentage, sachant que de toute façon, il va y avoir une faille, un patch à un moment donné, qui va faire perdre quelques pourcents à la puissance du processeur. Ou est-ce que ça ne se ressent réellement, comme on l'avait dit, je me rappelle à l'époque au sujet d'Intel justement, que sur les grands parcs de serveurs et que là, forcément, toute proportion gardée, ça allait plus se ressentir à ce moment-là que sur la machine de Madame Michou, qui n'y verra pas grande différence en bout de course. Non, ça pique assez fort. Les patchs Intel, tu perdais quand même une bonne dizaine de pourcents de performance. Alors effectivement, Madame Pichmoul, c'est du bros. Mon Word, il se lance un petit peu plus lentement. Oui, ok, d'accord. Donc peut-être qu'elle va pas s'en rendre compte ou que sa machine est toujours utilisable. Sur du serveur, tu prends très cher d'un coup. Et d'ailleurs, donc Spectre et Meltdown, ça fait quand même déjà assez longtemps que ça a été lancé, bien sûr, que ça a été découvert. Et ils sont toujours en train d'adapter les codes qui corrigent le tout pour pouvoir s'assurer que on essaye de récupérer un tout petit peu de la performance perdue. Donc là, effectivement, ça a coûté très cher en performance. Et il y en a un autre qu'ils ont fixé, c'était sur tout ce qui est Intel Graphics. Il y a quelques semaines, je pense pas qu'on en ait parlé ou j'ai pas souvenir. Intel a trouvé plein de problèmes un problème majeur sur ces chips graphiques qu'il embarque dans ses processeurs. Ouais. Ils ont fait un patch. Alors sous Windows, je sais pas comment ça s'est passé, j'ai pas vu les performances. Sous Linux, quand tu avais patché le truc, tu perdais quasi 50% de performance. Hein.
bim, dans tes dents. Et donc, en graphique, ça se voit assez fort. Surtout que c'est pas des processeurs qui sont des GPU qui sont déjà très très puissants à la base. Donc, et il a fallu quelques semaines pour qu'on réussisse à récupérer un truc un peu décent. Mais les perfs d'avant le patch, c'est fini. D'autant, tu as raison, c'est vrai que les gens qui n'ont pas de GPU, de carte graphique à côté, tirent souvent très fort sur le GPU de la machine, parce qu'on essaye toujours d'en faire plus, soyons clairs. C'est très limité. Et donc, du coup, dès que c'est un petit peu limité, ça se sent très très fort. Oui, c'est ça. Oui. Moi, je me rappelle que Xavier avait attendu, mais heureusement qu'il n'a pas attendu, parce que sinon il ne serait pas des nôtres, il serait avec un bout de papier et un crayon pour l'instant, parce qu'il comptait attendre les nouvelles versions de processeurs Intel avant d'acheter sa machine. C'est vrai, Xavier, je me rappelle. Effectivement, c'était une réflexion que j'avais, effectivement. Et j'ai retrouvé une news sur Intel. Donc, en gros, c'est une faille de type MDS, donc Micro Architectural Data Sampling. Cette fois-ci, c'est pas une faille du type le plus courant. Ici, c'est du LVI. Donc, en gros, ils injectent du code dans le processeur, et donc ils peuvent faire l'exécution d'un code qui permet de récupérer les données. Donc c'est une faille qui est quand même assez compromettante pour le contenu qui est sur les machines. Et donc voilà. Et apparemment incorrigible pour le moment. Donc, enfin, pas pour le moment, ce sera incorrigible apparemment. Ah, chouette. Sympa. C'est rassurant. On a plein de bonnes nouvelles aujourd'hui. Sébastien voulait rajouter un truc. Oui, j'ai encore deux trucs et je sais pas si je regardais, mais je pense pas que c'était discuté la semaine passée. J'ai encore deux petits trucs justement sur les processeurs, tant qu'on est sur le dossier processeur et qu'on a un petit peu de temps parce qu'il n'y a pas trop de sujets. Il y a un truc qui est intéressant qu'Intel serait en train de préparer, et ça fait longtemps qu'on a ça dans les smartphones, et que ce serait effectivement dans les nouveaux processeurs qui sont en train de sortir, enfin en train de mettre en boîte pour ceux qui bossent encore, c'est d'avoir au lieu de mettre plusieurs fois le même cœur, parce qu'aujourd'hui vous avez vous prenez un Core i7 et vous avez 4 fois le même cœur avec la même fréquence, le même truc, eh bien ils font ce que Samsung avait lancé à l'époque, je pense que c'était un des premiers, avec différentes architectures mélangées. Donc vous allez avoir des atomes en même temps qu'un Core i7 à côté, et donc vous allez pouvoir utiliser un truc très basse puissance, parce que vous êtes en train de regarder un fichier Word et on s'en fout, et puis dès que vous êtes en train de demander plein de puissance, il va allumer toutes les autres cœurs et l'application va utiliser les bons. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Est-ce que c'était pas chez Apple ? Moi, il me semble que c'était Apple qui avait proposé ça dans ses smartphones ou dans ses tablettes à un moment donné. Je sais pas si c'est Apple ou Samsung, mais Samsung à l'époque, effectivement, c'était très intéressant. On avait trouvé ça d'ailleurs assez, pas révolutionnaire, mais en tout cas malin, quoi. Vachement malin. Oui, je suis étonné qu'ils aient attendu aussi longtemps pour ça. Et alors, j'ai une deuxième petite news processeur, parce que c'est vrai que j'aurais peut-être pu en faire une. Il y a ARM qui revient sur le domaine des serveurs. Le devant de l'affiche pour les serveurs, c'est très intéressant, où ils mettent plein de cœurs et ils commencent à sortir des trucs assez puissants. Alors, c'est encore un petit peu au balbutiement. On pensait que c'était mort, mais non, ça revient, et là ça commence à être très intéressant parce qu'ils mettent non pas 1, 2, 3 cœurs, mais 48, 64 cœurs, enfin les trucs, c'est des brutes. Si je puis me permettre, que les fabricants de refroidisseurs se frottent les mains. Oui. Ils sont de retour. Il va y avoir du travail. Donc voilà. Affaire à suivre. On peut clore ce chapitre processeur. On aurait dû le mettre à la lettre P comme processeur, mais il y a encore un truc à dire. Ouais, non, c'est bon. Ah bon, c'est bon. D'accord. Ça me fait peur. Xavier, on va parler de la lettre B ensemble. Il faut que tu nous parles de la lettre B, Xavier, à un moment donné. Et de botnet en particulier. C'est Microsoft qui annonce qu'ils sont en train de démanteler un réseau de botnet, et pas n'importe lequel. Un tout gros, un beau. C'est une grosse infection. Oui. Donc Microsoft et ses partenaires ont mené une énorme opération contre Necurs. C'est le nom principal c'est le nom du principal botnet actuel. Donc le botnet, pour rappel, c'est un réseau d'ordinateurs qui sont infectés par un malware pour diffuser des virus ou bien pour prendre le contrôle d'appareils par exemple. Alors Necurs, il a quand même infecté 9 millions d'ordinateurs dans 211 pays. Donc c'est pire qu'un autre virus qu'on connaît. Ça a duré 8 années pour enquêter et préparer la
le combat contre ce botnet pour Microsoft. Donc en gros, il a été détecté en 2012 par la Microsoft Digital Crime Unit et Nercus a été utilisé pour faire des escroqueries boursières, pour envoyer des spams avec toutes ces publicités pharmaceutiques qu'on connaît tous, pour voler des identifiants, pour louer des ressources à d'autres hackers. Donc, en gros, ils louent la puissance de calcul de votre ordinateur pour faire des ransomware, des attaques DDoS. C'est une attaque qui vient principalement de Russie. Pour nos amis français, j'ai pas les chiffres en Belgique, mais il y a 100 000 victimes connues pour le réseau en France, et Microsoft a indiqué qu'une machine infectée a pu envoyer 3,8 millions de spam à 40 millions de victimes en seulement 58 jours. Donc, le fait de couper ces botnets le plus tôt possible, évidemment, va avoir un impact assez important. Et c'est Microsoft qui a reçu la permission de la justice américaine de prendre le contrôle du réseau pour empêcher d'autres attaques. Donc, Microsoft a vraiment pris le contrôle de ce botnet et ils ont empêché la création de plus de 6 millions de nouveaux noms de domaine qui auraient été enregistrés dans les 2 prochaines années à venir. Ils ont signalé tous ces noms de domaine aux différents registrars dans le monde, donc les sociétés qui sont chargées d'enregistrer les noms de domaine pour les bloquer et donc limiter fortement la propagation de ce botnet. Donc voilà, ça va faire sans doute quelques spams en moins dans nos boîtes mail. Ça va libérer un peu de puissance pour les processeurs en bout de course, peut-être. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais c'est une bonne nouvelle, quelque part. Bah oui, si tu peux enlever des botnets qui envoient des spams, surtout si on pouvait enlever celui qui tous les jours envoie on se contacte par email parce que j'ai pas le téléphone, on en reçoit tous les jours, celui-là il commence à m'énerver. Moi je dois avoir un anti-spam assez efficace. J'en vois de moins en moins. Ah, c'est bizarre. Oui. Non, moi j'en ai plus. Par contre, il y en a des très malins. En tout cas, dans l'hameçonnage, ils deviennent vraiment top. Enfin, ils sont vraiment. Ah, ceux qui ont vu que tu étais tout nu et que tu dois leur payer en Bitcoin. Non, ceux qui voient devant les sites. Ceux qui voient que tu es hébergé chez tel hébergeur et prennent le design des mails de l'hébergeur en te rappelant que tu dois payer. Le phishing, c'est impressionnant. Heureusement, moi j'ai un bon hébergeur qui m'a directement dit attention, c'est pas nous. Ok, mais c'était j'aurais pu cliquer, franchement, alors que je suis quand même très très regardant. Donc voilà. Mais ici, il s'agit d'autre chose, de botnet et voilà, de machines infectées. Donc c'est une bonne nouvelle. Moi, je savais pas que pour pouvoir procéder à ça, Microsoft devait demander l'autorisation. Pourquoi ? Parce que c'est pas dans leur prérogative. Alors, ici, c'est parce que Microsoft a reçu l'autorisation de réellement prendre le contrôle du réseau. Et donc, indirectement, ils prennent le contrôle de certaines ressources de particuliers, quelque part. Donc ils doivent quand même un peu montrer patte blanche. Ils dans des machines, quelque part, qui ne leur appartiennent pas. Donc, je peux comprendre, effectivement, que... Oui, donc ils se prémunent. Ils disent, OK, est-ce qu'on peut le faire, on monte pas de blanche, c'est pour le bien de tous et voilà, et à partir de ce moment-là on leur donne un blanc-seing pour pouvoir aller au bout de l'idée. Voilà, c'est une bonne chose de fait. Sébastien, encore une petite blague à raconter. Ouais, à l'époque, non, pas de blague, mais à l'époque je pense que c'était l'époque de Melissa ou un truc comme ça, un des premiers botnet avec un virus qui était assez sympathique. Je pense que il y avait quand même une boîte, mais je sais plus qui. Non, c'était pas une boîte, c'était un particulier qui avait pris le contrôle du truc pour pouvoir envoyer un patch sur toutes les machines qui étaient. Effectivement, je me rappelle de ça. Et lui avait eu des problèmes à l'époque, effectivement, parce que il avait. Parce qu'il s'était un peu fait justice lui-même et que voilà. Il a fait justice, oui. Ouais, je me rappelle. Je pense pas que ce soit Melissa, mais c'était à la même époque en tout cas. Ouais. Comme quoi, il y a longtemps. Mais ici, 8 ans, tu vois, 8 ans pour corriger le truc, ça me choque par contre. Quand tu le sais depuis 8 ans, et que tu regardes pendant 8 ans. Mais ils ont dû analyser le truc et essayer et voir comment réagir, à mon avis, sans que les autres aient le temps de eux-mêmes contrer le truc. Donc je pense qu'ils ont dû bien préparer leur coup, mais effectivement, c'est long.
Ah, ils l'ont bien préparé. Ça me fait penser à tous les trucs que tu vois, là, 9gag, où tu vois les mecs autour de la table et qui se disent, bon alors on a un botnet, qu'est-ce qu'on fait? On le coupe, et tu vois, ils balancent le mec par la fenêtre. Et non, on en rediscute la semaine prochaine. Hein. Oui, c'est ça. Après, ils en ont peut-être profité aussi, hein, on sait pas. Non, mais non, je pense que s'ils montent pas de blanche, c'est que franchement, ils ont envie de faire dans les clous. Ils en ont tiré tout ce qu'ils en avaient besoin, quoi. Oui, peut-être. Et ils ont miné du bitcoin, et c'est bon. Là, On peut passer à la suite. Nous aussi, d'ailleurs, on peut passer à la suite. D comme data, le tape, c'est-à-dire la bande, oui c'est ça, revient au goût du jour. Je vous jure, s'il est marqué je vous jure, ça c'est du Sébastien, c'est lui qui le dit. Donc on revient au bon cartridge avec des bandes robinet, machin, c'est vrai. Allez, mais ça me fait... J'ai trouvé ça très peu de temps ici, juste avant le podcast, et je me dis, merde, c'est comme ça que j'ai commencé mon IT, moi. C'était un petit écran tout vert, tout moisi, avec un clavier et un lecteur de cassette. Tu vois, lecteur de cassette, où tu mettais ton truc, tu appuyais sur play, tu attendais un quart d'heure, et ton truc qui faisait juste un pong se lançait. Et c'était juste exceptionnel. Et comme c'était un pote qui te l'avait prêté, tu le mettais dans ton lecteur de cassette en faisant un record de l'autre côté, tu dis ça va le faire, et ça marchait pas. Et donc quand t'as 7-8 ans, t'étais tout déçu de pas pouvoir copier la cassette. Donc tu vois, il y a un petit truc, tu vois, de moi, je dis, le tape, il est pas mort. Et bon, alors c'est moins sexy, mais Fujitsu, effectivement, s'est dit, le tape est pas mort, ils vendent des tapes, mais il y a plein d'autres formats qui commencent quand même à devenir tout aussi concurrentiels sur la quantité, parce que l'avantage du tape, c'est surtout qu'on peut y stocker de grandes quantités de données. C'est pas rapide, par contre. Mais c'est pas rapide. Et donc, comme les autres formats ont tendance à fort remonter aussi, il y a des disques de plus de 20 Tera. Et là, c'est quand même vachement rapide. Ça vaut la peine de plutôt passer sur des disques maintenant. Et bien, Fujitsu, qui font ces petits trucs, s'est dit, non, on va trouver une solution pour revendre des tapes. Et leur solution est assez simple. Et tu te dis, mais pourquoi vous l'avez pas fait plus tôt? Les mecs, ils ont un petit peu utilisé le principe du RAID. Donc, en fait, ils ont pris un tape et ils ont inventé le Fujitsu Virtual Integrated File System, le VIFS. Et en gros, c'est très con. Le fameux VIFS. Hein, c'est le VIFS. Ils te prennent une boîte, ils te mettent 7-8 tapes et ils disent, et alors maintenant, nous avons un gros tape. Ils sont forts quand même, tu vois. Et c'est drôle, quoi. Et là, alors, ils disent, ça va beaucoup plus vite. Bah oui, évidemment, si tu peux lire plusieurs tapes en même temps, ça va beaucoup plus vite. Et ils disent, et on a gagné en temps d'accès. Ah bah oui, t'as divisé par 8 si tu mets 8 tapes. T'es con, toi. Ouais, quoique pas tout à fait, parce qu'il faut quand même un contrôleur dans l'histoire, donc si ça se trouve, tu perds même un petit peu en vitesse. Mais oui, enfin, pourquoi pas? En attendant, du coup, ils arrivent à faire des trucs de 26 Tera, c'est pas mal, hein, c'est sympa, et qui sort du 708 mégasecondes. C'est pas mal. Et le 26 Tera, c'est non compressé, parce qu'en plus, en général, ces trucs-là compressent. Et c'est pas con, mais c'est gros. Hein. Oui, mais sur un support en plus qui a une durée de vie quand même relativement limitée. Hein, il y a ça aussi, qui est pas infaillible non plus, parce que sur les 8, s'ils fonctionnent tous les 8 pareil tout le temps, ça relève du miracle quand même. Hein, donc, faut quand même s'attendre à ce qu'il y en a un ou deux qui te pètent entre les mains à un moment ou à un autre. Il va falloir nettoyer les têtes de lecture aussi. Hein. Oui, avec son coton-tige et sa petite burette d'alcool qui va nettoyer les têtes de lecture. Non, c'est particulier. C'est utilisé dans quel domaine spécifique? Parce que j'imagine que... Voilà, c'est du stockage. Hein. C'est du stockage. Si, c'est utilisé. C'est de l'archivage à long terme quand tu as plein de trucs. Ce qu'on appelle les archives profondes. Voilà. C'est ça, profonde. Très profonde. Très profonde, les archives. Et quand tu veux les récupérer, il te faut 12 jours pour les récupérer. Non, ce jour-là, tu te rends compte que la tape, elle est morte. Le ruban qui casse en plein milieu. Ah, putain, le ruban qui a cassé. Ou bien qu'il y a eu un petit peu... Tu t'en rends vite compte. Hein. Tout petit peu d'humidité dans la salle. Désolé, il y a de la condensation. On est en train de les passer au sèche-cheveux. Le sèche-cheveux sur les tapes, c'est parfait aussi. Ouais, c'est juste parfait. La chaleur, ça adore. Donc voilà, un truc qui sert à rien, mais manifestement, il s'est mis à plusieurs pour y arriver.
Oui, ils sont au moins 8 pour avoir Ils sont cette 10, Il idée. faudrait une ils machine sont avec 10 8 sur la sèche-cheveux, photo. en fait. Ils parlent pas tous en même temps. Oui, sèche-cheveux, oui. Non, ils sont 10 sur la photo. Je sais pas si c'est ça. C'est top. Ah bon. Bon, bah écoutez, voilà, ça nous en fait ça nous fait une belle jambe. Elle était bien, hein. Ouais, elle est bien cette news-là. Mais bon, voilà, on va pas non plus en faire des tonnes, mais voilà, on va passer à la suite. Vous voyez, c'est quand l'actualité est très occupée par des choses très importantes, émergent dans le domaine technologique des news inattendues et qu'on n'aurait pas vues sinon. Et c'est pas plus mal, finalement. D, pardon, c'est mes yeux. D comme deepfake. Les deepfakes, encore plus crédibles, encore plus difficiles à repérer. Xavier, c'est toi qui nous en parles. Alors, on sait déjà ce que c'est qu'un deepfake, hein. Donc, c'est cette technologie qui permet de mettre le visage de quelqu'un d'autre, par exemple, sur une vidéo et de rendre la vidéo totalement crédible en faisant parler quelqu'un d'autre. Par exemple, il y a d'autres utilisations sur des sites peu recommandables, mais voilà, donc c'est une des techniques. On sait qu'on peut déjà traduire une vidéo en texte ou vocalement depuis un moment, mais là, ce sont des chercheurs indiens de l'Institut international des technologies de l'information de la ville de Hyderabad qui ont développé une intelligence artificielle qui va permettre de traduire et de synchroniser les mouvements des lèvres de manière quasi parfaite pour les rendre plus crédibles. Donc, en gros, on va traduire d'abord les vidéos. Le dispositif ensuite va faire de la reconnaissance vocale et puis il va convertir le texte en voix. Et c'est là que la technologie va rentrer en action puisque des algorithmes qu'ils ont appelés LibGAN vont permettre de générer des images de façon réaliste et ils vont modifier l'apparence des mouvements des lèvres pour correspondre au texte qui a été traduit dans la vidéo originale. Et donc ça se fait quasiment en temps réel. Donc c'est une technologie qui va vraiment être utile, par exemple, dans le cinéma, où on va pouvoir avoir des films qui sont doublés dans une autre langue, mais où les voix où les mouvements de la bouche vont correspondre à ce qui est dit. Alors, pour le moment, les chercheurs précisent quand même que le système a du mal à gérer la présence de plusieurs visages à l'écran, ou bien dans les phases d'action qui sont un peu trop mouvementées, et que l'expression des visages qui ont été traduits nécessite encore quelques améliorations, mais c'est quand même une progression intéressante, je veux dire, surtout dans le milieu du cinéma. Là, en l'occurrence, il me semble reconnaître Paul McCartney sur les images d'illustration. Je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que c'est lui. Donc, du coup, il parle en anglais dans une vidéo. Le système traduit de l'anglais, comprend l'anglais, traduit de l'anglais à une autre langue, et en fait, on le voit parler cette autre langue, mais avec des lèvres qui bougent au bon endroit, quoi. Tout ce qu'on n'a pas avec le cinéma, avec les films doublés en français. Tout ce qu'on déteste quand on regarde une vidéo sous-titrée, oui, c'est ça. On a l'impression... Et encore plus que ça, certaines séries américaines que l'on regarde en version française et où c'est pas du tout l'épine, comme on dit, donc ça parle à côté des lèvres et c'est pas beau, c'est complètement crétin en plus. Mais donc voilà, et donc ça peut fonctionner. Donc ça va révolutionner deux, trois petits trucs. Je sens que Sébastien est dubitatif. Mais à quoi va servir ce truc? Oui, j'aurais dit, je sais pas, Rio, on n'a qu'à apprendre à lire. Je trouve que c'est tellement plus agréable d'entendre la voix originale du gars. Oui, mais je pense aussi. Je sais pas. Donc le cinéma, oui, mais... On est bien d'accord que moi je préfère aussi entendre la voix, mais quand tu faut qu'il y ait le jeu parles pas aussi. déjà, voilà, quand tu parles pas la langue et que ça te pose un réel problème, pourquoi pas? Il y a des gens qui ne savent pas regarder un film en VO. Alors, moi, je suis aussi d'avis que même quand tu comprends pas tout, t'as l'expression qui passe mieux dans le film, etc. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ne savent pas regarder un film en VO. Mais pour que là, ça peut pas mal. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que en plus de l'aspect vraisemblable, si tu préfères, il y a l'aspect du jeu du comédien aussi qui rentre en ligne de compte. Et ça, même si tu regardes un film dans une langue étrangère, pas nécessairement juste l'anglais, on l'entendre le jeu, les expressions, ce qui passe dans la voix, même si on lit le texte qui est en dessous, ça a quand même, pour moi, plus de prix qu'un mauvais doublage. Alors,
pourra après discuter de ce que c'est un Oh, bon moi et un j'adore mauvais les doublage. expressions des films de Bollywood. Par exemple, j'ai eu peur. mais par exemple, t'avais un truc à rajouter. Oui, j'ai un petit truc à rajouter, puisque c'est la période, on en parle. Donc, je suis absolument contre aussi, également, effectivement, changer la voix, enfin, changer l'écouter en VF ou autre chose, hein, je préfère la VO pour un petit truc. Il y a 30 ans, j'ai fait une pneumonie, tu vois, le genre de truc qu'on connaît, hein, tu vois. Ouais. Et pendant un mois, tu restes allongé à tout sauter en espérant survivre et regarder la télé, parce que tu sais faire que ça, hein. Donc voilà, la télé va faire beaucoup d'audimat pour le moment. Et donc, et c'était à l'étranger, donc il y avait à l'époque juste la télé en espagnol ou espagnol. Et ben, je te promets qu'à la fin du mois, tu balbuties en espagnol, hein, tu comprends ce que les mecs ils disent, hein. Si t'as pas de sous-titres, t'as rien, tu peux aller faire tes courses, tu peux parler, t'es quasi natif, quoi. Et ce qui est Donc, triste, c'est qu'en bout de course, t'en as gardé que le tout sautement de temps en temps. Ça t'a même pas Tout gardé. sautement, ouais, ça j'ai gardé. Ça t'a gardé. Si, Parce que si. Je t'ai jamais entendu parler en espagnol, hein, jamais. Ah, c'est parce qu'on ne se voit pas en moule bite, etc. En moule bite, je te parle espagnol, moi. Je sais pas pourquoi il faut le moule bit, mais... Bah, il fait chaud, il fait 40 degrés, Ah, là, c'est comme d'accord, ça. ok. Moi, Dès qu'il fait chaud, il parle... Là, je suis parti. Ah là, oula. L'accent espagnol. Ah, Bon, on salue nos amis et auditeurs espagnols, Espagnol. évidemment, au passage, moule bit ou pas. Faut être très clair. Tiens, du coup, je pense que cette vidéo va aussi être démonétisée. Mais bon, c'est Non, un non, autre- c'est un mot. c'est juste un... Pourtant, on n'a pas cité le mot. On n'a pas dit. Non, on l'a pas dit. Donc, qu'est-ce qu'on voulait rajouter un truc ou pas? Non, pas parce que... non, voilà. Non, c'était bien là. Là, c'est bien. Firefox, F comme Firefox, Xavier, c'est Mozilla qui lance une extension Firefox... Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Je m'appelle Xavier? pas Xavier. Ah non, c'est Sébastien, pardon. Mozilla qui lance une extension Firefox pour éviter que Facebook ne vous suive à la trace. Ça, c'était une chose qui a été promise il y a déjà quelques temps, me semble-t-il. On en avait parlé d'ailleurs ici, à un moment donné, c'était sous forme de brève. 2018, vieux. Oui, bah voilà, ça nous rajoute pas. 2018. Ouais. Mars 2018. Ouais. Et donc, effectivement, ils ont lancé cette extension. J'ai un petit coup de gueule d'ailleurs sur Firefox, on va y revenir. Et donc, ils ont lancé ça, une extension en 2018. Je vous rappelle, c'était le Facebook Container. Plus personne s'en souvient. Non. Parce que personne l'a installé. Et comme non. personne l'a installé, sur le dernier Firefox, le 74, ils se sont dit, on va le mettre chez tout le monde, comme ça c'est bien. Donc le principe de l'extension, hein, parce que donc on vous met le lien vers l'extension, mais qui est sur un article qui date de 2018, mais c'est parce que maintenant c'est sur le 74 qui vient réellement de sortir, hein. Donc c'est pas une vieille news qu'on vous ressort, c'est juste une explication de pourquoi ça arrive. De donc, ce pourquoi, oui. En gros, vous avez un compte. Quand tu vas sur Facebook, il te propose de garder tout ce qui est session, cookies, machin, tout ça dans un petit box. Et quand tu quittes le site de Facebook, il referme le petit box et plus personne ne connaît tes cookies de Facebook. Sauf si évidemment tu vas sur un autre site et que tu fais du partage de machin et tu réactives les infos où tu as besoin de Facebook. Mais sinon, de base, Facebook ne sait pas où tu vas. Ce pourquoi d'ailleurs ils ont été condamnés en Belgique et en Europe parce que ils suivent tout le monde à la trace. Bon, ça n'empêche aucun abus de l'API de Facebook, aucun truc, aucune faille. Ça empêche juste qu'ils vous suivent à la trace, hein. Donc faut pas non plus espérer que ça vous protège réellement sur Facebook. C'est plus pour moi un petit peu psychologique qu'autre chose. Voilà, c'est dans le dernier Firefox et Facebook ne sera certainement pas le seul à avoir ce genre de petits containers. Dans un sens, c'est assez sympathique sur l'idée. Petit coup de gueule quand même sur le Firefox. Ils avancent pas mal ils avancent pas mal sous Linux. Ils commencent enfin à supporter le nouveau desktop, enfin le nouveau X, le Wayland, qui est là depuis quand même quelques années. Donc à un moment, il faut qu'on puisse aussi utiliser un truc de manière assez performante. Sauf que on peut pas dire que ce soit super stable, hein. La dernière release, au plus on sort pour le moment, au plus le truc se crache dans tous les sens. À tel point, il y a quelques jours, quand tu le lançais, j'avais des pixels morts, mais au niveau de la barre, j'ai dit merde, il y a un pixel mort, et c'était pas, ils étaient arrivés en groupe, tu vois, il y en avait 4-5, tu dis, donc tu commences à avoir la goutte de sueur qui coule, tu dis merde, des pixels morts sur mon laptop. 4-5, quelques heures après, ils sont 12,
c'est la cata, tu vois, ils se 60. multiplient et puis après, c'est bon, faut les isoler, quoi. Ouais, Et, ça va vite. et, et en fait, non, c'est un bug d'affichage de Firefox. Donc franchement, les gars, question graphisme, il y a encore vachement de boulot, quoi. Il y a des Voilà, choses encore beaucoup à de boulot. faire de ce côté-là. Oui. Oui, tu sais que si je Oui. peux, j'avais vu à l'époque, c'était à l'OSDEM, ils avaient annoncé, c'était les gars de merde, avant Netscape qui était là et qui avait dit ouais, on va vous lancer un navigateur, ça va aller vite, ça va être génial. Excusez-moi, je suis un vieux papy, hein. Firefox, j'ai lancé le premier, quoi. Et enfin, pas le 1.0, quoi. Et les mecs de Mozilla, de Netscape et de Mozilla, ils bossaient depuis déjà plusieurs années sur le moteur, quoi. Et à tel point que dans la conférence, ils s'étaient fait incendier parce que ils disaient on va faire Xul, on va faire plein de trucs, ça va être génial. Et tout le monde est en disant oui, mais et c'est quand que tu fais le navigateur? Qui t'occupe de la base? On veut un navigateur, quoi. On veut pas que tu mettes plein de techno à la con, on veut juste un navigateur. Là, c'est un peu pareil. Je trouve que pour le moment, ils sont pas trop bons sous Linux, en tout cas. Ailleurs, je me plains pas. Ils sont pas trop bons sur le navigateur de base et ils lancent plein de trucs. Faut être focus. Un navigateur, ça doit aller vite. Bah oui, c'est ça. Nous, Xavier et moi, je m'avance pas trop, on s'y est tous les deux mis à Brève, hein, de manière assez... voilà, on avait parlé de Brève ici il y a déjà pas mal de temps, Oui. vous vous en rappelez, hein, et voilà, ça fait... Alors je passe un peu de l'un à l'autre, hein, et là je passe du coq à l'âne, soyons très très clairs, mais c'est rapide, bon, et en même temps c'est Chromium derrière, c'est le moteur Chrome qui fait afficher les pages, mais pour le reste, je suis assez protégé, je suis assez... tranquille de ce côté-là. Je touche de temps en temps quelques bats, donc les tokens qui vous récompensent quand vous voyez de la publicité. Si vous avez décidé de voir de la publicité, vous êtes récompensé pour ça. Et si vous utilisez Brave et que vous allez sur lestechno.be ou même sur notre chaîne YouTube, vous pouvez, si vous le voulez, nous laisser un petit don. Vous avez, avec Brave évidemment, vous avez un petit triangle dans la barre au bout à droite, dans la barre de navigation, et en cliquant dessus, on vous fera une petite proposition de nous laisser un ou deux bats, par exemple. Ce qui vaut pas grand-chose, hein, et qui ça descend en permanence, mais c'est pas grave, c'est juste pour le plaisir de voilà. Et voilà, on trouve ça plutôt pas mal. Vous trouverez un lien de téléchargement évidemment sur lestechno.be dans la colonne de gauche si vous voulez, et vous nous en direz des nouvelles. N'est-ce pas, Xavier? Peux-tu dire un truc sur Brave, mon brave? Moi, je suis très content. Je l'ai installé sur mon smartphone, sur mon desktop, mon laptop. Ça synchronise bien les infos de l'un à l'autre. Et j'ai pu constater sur Google Analytics notamment qu'effectivement, ça bloquait le traçage, puisque j'ai mis en ligne un petit site dernièrement où j'ai mis Google Analytics. Et effectivement, quand je suis sur Brave, je ne me vois pas naviguer sur le site en question. Donc voilà, si vous voulez être un petit peu tranquille, c'est une solution parmi d'autres, hein, soyons clairs, mais celle-là, depuis qu'elle a été un peu packagée sous cette forme-là, comme quelque chose d'attrayant, voilà, et ça se configure super vite, voilà, c'est pas très contraignant non plus de ce côté-là. Je sais pas si toi tu as eu l'occasion, mais non, toi non, pas Sébastien. Il existe, Ah, mais okay. je l'ai installé, je suis très fidèle, tu vois, Firefox, j'utilise depuis la version 1. On est quand même à la 74, 75 vient de sortir, je suis toujours là. Ça me fait penser à Jacques Brel dans L'Emmerdeur, c'est l'Emmerdeur. Moi, je suis très Citroën, moi. Ouais, je suis là. Il est capable de tomber en panne sur l'autoroute parce que il n'y a pas les timbres chez Total. Donc voilà. Je prends pas. Voilà, il prend pas. Allez, on passe à la suite. La lettre M comme mobilité, Xavier. On va parler de quoi donc? De Bird qui veut ajouter une fonctionnalité à ses trottinettes. Bird, rappelle-nous, de qui s'agit-il? Alors, Bird, c'est une start-up qui déploie des trottinettes électriques. Ouais. Et en fait, on ne va pas vraiment parler de mobilité, mais plutôt d'une des fonctionnalités qui sont liées à ces trottinettes. En gros, comme fonctionnalité. Donc, du coup. La start-up a décidé de s'associer à Plume Labs, qui est une petite boîte qui va leur permettre de mesurer en temps réel la qualité de l'air, même dans des endroits où ce n'est pas habituellement le cas. Nos amis.
Je dis nos amis parce que Plume Lab, ils reviennent régulièrement dans les technos, on en parle comme ça, et chaque fois on survole, justement, on survole le truc. Et la première fois qu'on en avait parlé, c'était à l'époque, c'était pas encore des oui mais non, c'était des what the fuck. Oups, merde, j'ai foutu. Et c'est foutu. Et je rappelle que c'était l'idée, mais c'était un plan marketing génial, c'était de mettre des capteurs sur les pigeons. Et de lâcher les pigeons dans Londres pour essayer de capter pour avoir des mesures sur la pollution dans Londres. Je pense que Sébastien s'en souvient, et on en a reparlé, on avait échangé là-dessus, Sébastien, il n'y a pas tellement longtemps, avec une autre idée encore du même acabit. Je pense que c'était un sac en bandoulière ou quelque chose comme ça qui lui aussi permettait de capter le... Mais voilà, je repasse la parole à Xavier. Ouais. Ici, c'est un peu l'idée, c'est qu'en gros... Les personnes qui sont engagées par Bird pour répartir les trottinettes aux différents endroits pour qu'on n'ait pas 50 trottinettes au même endroit et qu'on puisse en disposer un peu partout, ils ont équipé ces gars-là des capteurs de Plume Labs, et donc ils vont les attacher à un sac, à leur vélo ou autre. Ouais, c'est ça, ouais. Et en 2 semaines, ils ont parcouru déjà apparemment plus de 2300 km et ils ont fait 300 000 relevés. Donc, on peut déjà accéder à une carte qui montre la qualité de l'air en temps réel dans plusieurs villes du monde. C'est principalement en Europe et en US. Je trouve que c'est une utilisation intelligente de ce personnel qui, en gros, se déplace de toute façon à différents endroits en ville. Je trouve ça pas mal. J'essaie de retrouver la news en même temps, je la retrouve pas l'heure comme ça. En plus de ça, je tape comme un pied, donc ça ne va pas aller. Mais c'était il y a quelques temps maintenant qu'on avait parlé de ça. Ça remonte, je pense, au premier épisode des Technos, si je dis pas de bêtises, ou pas loin, ou épisode 72. Je le fais en temps réel. J'essaye de voir si je tombe sur la news en question. Oui, c'est ça. Épisode 72 des Technos, ça nous remonte au 17 mars 2016. À l'époque, c'est presque. Sébastien avait des cheveux, je me rappelle de ça. C'était. Oui, l'autre. La preuve, regardez, voilà, ceux qui ont l'image peuvent le découvrir. Non, mais ça, c'est. Ouais, oui, tu te rappelles Oui, ça c'était toi. En fait. C'était voilà, et c'était pas le what the fuck, c'était autre chose. On avait parlé et je pense que c'était Sébastien qui était là parce qu'on avait parlé de Stallman, on avait parlé de différentes choses. C'est bon, c'est pour ma pomme ça. C'était pas oui, c'est sûr que c'était ta pomme. Je ne sais plus où c'était, mais en tout cas, on en avait parlé à l'époque de cette affaire-là. Donc, c'est plutôt rigolo. Non, c'était un what the fuck, effectivement. Pigeon londonien qui tweet la qualité de l'air, voilà. Plume Labs. D'ailleurs, j'ai encore le lien du bidule, si vous vous en rappelez, qui a depuis évolué, effectivement. Donc, voilà. Les liens ne sont pas bons. Sur le 72. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Ah, nos liens ne sont plus bons sur le 72. On fait une pause, on va corriger nos liens. Si, non, le lien il est bon là. Et je viens mais il n'y a plus de pigeons là. Ah ben il n'y a plus de pigeons parce qu'ils ont fait évoluer leur page. J'y peux rien moi s'ils changent le contenu. S'ils pivotent, si la startup pivote, bon, qu'est-ce que je vais pas non plus suivre le pivot? C'est juste pas possible. Donc voilà, donc vous irez regarder la vidéo si vous voulez, donc l'épisode 72, la fin de l'épisode, et vous verrez comme on n'a pas rejeuni depuis, en gros, hein, c'est ça. Donc Plume Lab qui revient régulièrement avec leur idée, donc ça fait quand même un bout de temps maintenant, 4 ans qu'ils sont sur la brèche et qui sont toujours là et qui croient en leur idée, et bien je trouve ça plutôt pas mal de pouvoir avancer comme ça. Et leurs cartes sont pas mal, hein. Et c'est pas mal. Quand tu regardes, c'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est une carte de Paris, je sais pas, que tu avais montré. Quand tu regardes Paris comme ça, je sais pas comment ça évolue au jour le jour. Vaut mieux habiter dans le nord de Paris, hein. C'est vrai, c'est pas faux. Après, tu tout sautes, hein. Tu tout sautes un peu, mais pour d'autres raisons. Donc voilà. C'était le M comme mobilité qui n'était pas le M comme mobilité, mais le F comme fonctionnalité, mais ça aurait pu être P comme pollution. Ou B comme Plume... Non, P comme Plume Lab, ou voilà.
Ou t'es comme trottinette. Ou t'es comme trottinette, oui. Mais je pense qu'ils ont adapté là maintenant. Ils ont pas eu trop la collaboration des pigeons, donc ils se sont dit bon, on va en trouver d'autres et donc du coup ils sont tombés sur les livreurs, etc. et les gens qui sont à trottinette. Est-ce comme sécurité? C'est là qu'on est pour l'instant dans ce 249e épisode. Quand des hackers s'en prennent à d'autres hackers, l'arroseur arrosé en quelque sorte. C'est qui nous en parle? C'est Seb, je pense. Non, c'est Xavier. Ah oui, je me suis fait eu. Alors, quand j'étais plus petit, je m'amusais pas mal à hacker les ordinateurs de mes potes, et en particulier coucou Perceval, hein, tu regardes cet épisode. Je m'amusais à prendre le contrôle de leur machine quand c'était pas encore possible avec des outils classiques, à ouvrir par exemple le CD, le lecteur DVD de mon pote quand il matait un film ou des trucs comme ça. Mais j'ai vite compris que si j'arrivais à faire ça, ben, il y a sans doute d'autres gars qui étaient plus malins que moi et plus doués et qui pourraient faire bien pire, donc j'ai vite arrêté. Et j'ai bien fait, puisqu'il y a une étude de Cybereason qui a démontré que des logiciels malveillants pouvaient eux-mêmes être source de piratage. En particulier, il y a un trojan qui s'appelle NGRAT, qui a été utilisé par des hackers, probablement vietnamiens en plus, la news sympa, pour infecter plusieurs outils de piratage qu'ils ont mis à disposition d'autres hackers via des forums. Donc, en gros, ils ont dit un petit outil sympa pour faire vos exploits. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en utilisant ces logiciels mis à disposition, eh bien, les pirates s'exposaient eux-mêmes au hacking par d'autres hackers. Donc, en gros, ils ont utilisé ça pour voler des données, pour prendre le contrôle d'autres machines. Mais grâce à ça, les personnes qui ont développé ce petit outil peuvent eux-mêmes prendre le contrôle des hackers et de leurs machines, mais en plus de celles de leurs victimes. Donc en gros, en piratant, en incluant un petit trojan dans l'outil qu'ils ont mis à disposition, ben, ils se sont donné les moyens de pirater des hackers et leurs victimes. Donc c'était plutôt malin. Eh ben, Seb voulait rajouter un truc, j'ai entendu son souffle. Oui, je tapotais pour essayer de retrouver le nom, parce que ça fait 20 ans. Alors, je suis vraiment curieux dans ceux qui nous écoutent, qui se souviennent de... Si vous pouvez poster un truc, qu'on en rigole, parce que c'est des noms qu'on ne sort pas tous les jours, qui se souviennent de Back-Orifice. Oui, je me rappelle le nom. Il y avait Subseven aussi, qui était très... Back-Orifice, je pense que c'était le tout premier, ou un des tout premiers. Oui. Et c'était, 1998. Ah oui. Par un groupe de hackers. Alors c'était le nom, on les a entendus pendant de longues années. Je pense qu'ils ont été tous arrêtés après. Et c'était le Cult of the Dead Cow, donc le culte de la vache morte. Et tu les voyais mais partout, quoi. Oui, je me rappelle de ça, effectivement. Enfin, le nom me rappelle quelque chose. Alors, je sais plus exactement ce qu'ils faisaient précisément, parce que voilà. Mais je me rappelle que c'était omniprésent. Putain, ils ont toujours un site. Ils sont pas morts. C'est cultdeadco.com. Maintenant, c'est des papilles. Oui, je me rappelle de Back-Orifice. Enfin, voilà. Comment oublier un nom pareil en même temps. Donc voilà, une histoire de hacker visée par d'autres hackers. Un truc à rajouter sur cette question? Pas nécessairement. Non, pas là. Ok. La lettre S, à quelques jours maintenant de la journée internationale des droits de la femme, on va parler de sexisme chez les technos avec Sébastien. Oui, ça fait peur évidemment à certains d'entre vous, mais voilà, c'est possible. On va parler de Mozilla qui lance une extension anti-sexisme qui est en même temps assez drôle. Est-ce que tout le monde va en rire? Ça, c'est une autre question. Sébastien, tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Oui, on aurait presque pu les mettre en what the fuck, mais c'est où ils auraient peut-être pu l'appeler. Oui, putain, merde, ouais, mais non. On est vraiment foutus. Et donc, ils ont lancé une extension qui est pas super bien cotée d'ailleurs, hein, mais elle remplace en fait toutes des insultes misogynes qu'ils détectent. Donc, c'est Firefox, hein,
qui remplace, donc quand vous allez sur un site, si vous avez un petit nom grivois, eh bien le petit nom grivois, on ne va pas dire parce qu'on va pas non plus, hein, tu vois, il n'y a pas de raison, eh bien il remplace par le mot guerrière. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi guerrière, mais c'est guerrière, et ils l'ont lancé quelques jours avant la journée internationale de la femme. Ouais. C'était fait pour, et donc ils se faisaient un petit peu de pub, ils ont lancé le truc, et grosso modo, ils ont 1339 utilisateurs, et alors il y a 50 critiques à 5 étoiles et 29 à 1 étoile, hein, donc c'est pas non plus, c'est pas l'éclate. Et ils remplacent juste le texte, et puis ils demandent pour le fun de partager les screenshots pour voir ce que ça donne sur les méchants sites. Bon, je vois pas tellement oui, j'aurais peut-être pu mettre ça en ouais mais non. Qui travaille un petit peu sur le navigateur, peut-être. Oui, c'est ça. Mais en même temps, il n'y a pas eu d'écho retentissant de cette initiative. Pourtant, voilà, l'avantage d'exister, je vais y arriver. Mais voilà, c'est passé assez inaperçu, quoi. Hein, ces derniers jours, s'ils avaient plutôt fait une extension pour sauver tous les petits vieux, ça passait plus facilement que pour un truc pour les femmes. Tu vois non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Non, voilà. je ne valide pas. C'est une valide. Et on n'est pas dans facile à chanter, hein. On voit tout de suite les références culturelles de Sébastien. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Un truc à rajouter, Xavier, ou enfin. Non, pas là. On peut pas faire pire, hein. T'inquiète, tu peux y aller. Voilà. Mais ça va. Pas à cet endroit, comme on dit. La lettre... tiens, on est à la lettre W comme oui mais non. C'est l'information, vous le savez, improbable. Comme la précédente, en fait. Hein, mais ici, il s'agit de Arnold Schwarzenegger qui revient au devant de l'affiche pour... mais pour quelle raison, Xavier ? Parce qu'il n'est pas content. Pas content ? Il n'est pas content, non. Il revient. Lors du dernier CES, il y a la société Promobot qui a exposé un robot avec un visage d'Arnold et qui a décidé donc du coup d'assumer le risque de se faire attaquer en justice. C'est que Arnold va faire. Il demande pas moins de 10 millions de dollars pour dommages et intérêts pour l'utilisation de son image, parce que il paraît même qu'il avait refusé de poser à côté du robot à Saint-Pétersbourg. Alors, il paraît aussi qu'il aurait accepté de prêter son visage contre 30 millions de dollars parce que Promobot a déjà gagné plus de 2,5 millions de dollars grâce au visage de Priscilla Presley, qui forcément est beaucoup moins connue que lui, et donc il estime qu'il y a un rapport assez exponentiel sur ce que lui pourrait demander comme dédommagement. Alors le robot, pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est quoi ? C'est un bête écran un peu sous forme de tablette avec un buste qui a un visage de Schwarzenegger. Le robot est capable de parler et de bouger les lèvres. En gros, c'est un assistant vocal avec une tablette. On revient quelques années en arrière, là. Il est en mesure d'accueillir les invités et d'allumer la lumière et autres. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a réellement envie d'avoir ce visage pour accueillir ses invités, pour lui poser des questions et tout. Donc, mais bon, voilà, Schwarzy a vu une opportunité de se faire 10 millions de dollars. Pourquoi pas ? Oui, enfin, il y a des gens qui ont voulu saisir une opportunité de se faire du pognon avec sa tronche aussi. Hein. Quelque part, c'est un petit peu assez logique. Ah oui, non, mais il a pas tort. Mais non, est-ce que ça vaut vraiment ça aussi bien après, moi, je pense que c'est un tarif prohibitif et qu'il a raison de taper cher pour éviter que ce truc n'apparaisse dans le commerce, parce que franchement, c'est laid. C'est pas malin. Non, mais sans rire. Je sais pas ce qu'ils avaient fait avec Priscilla Presley, mais je redoute le pire. Non, mais c'est à mon avis, c'est un autre style de robot. Oui, enfin, c'est une mauvaise cop. Enfin, c'est vraiment très très moche. Et on se demande comment c'est possible de commercialiser des. Je vais être poli, mais des merdes pareilles, quoi. Vous avez vu ? Quand je veux, je peux être poli. Non, c'est vrai. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Sébastien, mais t'as vu la tronche du truc, quoi. Enfin. Bah, écoute, je le regardais en même temps que Xavier parlait, et moi je vais quand même répondre à son sujet, même s'il veut pas sur les miens, malotru. Eh bien, le Arnold Schwarzenegger, il louche en plus, donc oui. Il fait assez peur. Oui, il y a un moment au milieu de la vidéo où tu le vois d'un coup, il louche, et donc
c'est pas tout à fait fini. Non, on a des problèmes d'éclairage chez nous en général, mais la carnation enfin, ce qu'on appelle la carnation, la couleur de la peau, la texture de la peau, vous avez vu le truc? On dirait Il est malade. Oui. Il est malade. Regardez, C'est un petit cri. Il est jaune même. Ils auraient eu plus de succès avec Michael Jackson. Il a la bonne couleur. Il avait la bonne carnation là pour le coup. Oui. Non, c'est vraiment très très moche. Les raisons, vas-y Schwarzy. Il faut pas. Vas-y Schwarzy, vas-y. Non, il faut pas se laisser faire. C'est vrai. C'est bon. Non, c'est juste. C'est bon. Vas-y Schwarzy. Non, on peut pas. Ça, c'était le robot Presley. C'était le robot Presley. C'était le robot. C'est le robot Francky Vincent. Ça, c'est ça, c'est celui-là. Voilà. Bon, ben voilà, écoutez, je pense que c'est un épisode qui se termine. Vous l'avez compris, et je vous avais averti, l'actualité est ce qu'elle est, et que donc forcément, il y a moins de choses à dire au niveau technologique. On espère que ça va un petit peu s'améliorer dans les semaines qui viennent. Quoi qu'il en soit, nous on garde bon pied bon oeil, comme on dit dans ces cas-là, et on essaie de vous présenter quand même des choses intéressantes et de les commenter de manière intéressante, mais on est un petit peu limité, il faut bien le reconnaître pour ce coup-ci. On verra la semaine prochaine avec d'autres chroniqueurs, peut-être qu'ils se débrouilleront différemment pour trouver des informations, ou les inventeront. Je sais pas, parce que bientôt il va falloir les fabriquer nous-mêmes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à mettre des pouces sur YouTube, pouces vers le haut, si vous avez apprécié. En tout cas, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux, comme on a l'habitude de dire. Plus on est de fous, plus on rit. Je sais que Sébastien veut rajouter un petit truc pour conclure, ou pas. Ah non, mais je conclue avec toi. Et si vous aimez pas, partagez encore plus. Oui, tant qu'à faire. C'est vrai. Pourquoi se gêner? Xavier, il y avait peut-être un truc à rajouter, non? Si on peut partager plus de 1000 fois, on peut partager une fois 1000 épisodes, ou 1000 fois un épisode. C'est tout à fait possible. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, comme je le disais, à laisser des commentaires. On les lira avec plaisir et on y répondra même si on a l'occasion. À très bientôt. Salut.